Et voilà, je souhaite déjà bonne fête à toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Je vois Kinshasa, la capitale, et toutes les provinces de la RDC. C'est déjà le mois de la femme, le mois dédié à la femme. La femme continue à mener sa lutte avec des avancées significatives ou non. On va les savoir au cours de cette émission. Et bienvenue à vous, mesdames, messieurs, dans ces magazines Femmes en Or. Ces magazines reçoivent pour vous les femmes d'excellence, les femmes de distinction, les femmes qui marquent leur temps, qui marquent leur histoire. Pour ne pas dire les femmes qui laissent des traces sur les sables, dit-on. Les femmes au grand F, pas n'importe quelle femme. Alors, nous avons fait une grande sélection au cours de cette émission. Émission spéciale 8 mars dédiée à la femme à Missunga Télévision. C'est votre chaîne qui est au cœur des ambitions. Alors, on est là. Nous sommes même les origines des ambitions. Nous sommes là pour vous apporter la victoire, la vie dans tout ce que vous faites. Je suis avec mes invités. Alors, je m'en vais directement à la présentation de mes invités avant de vous annoncer le thème de cette année 2025. Alors, à ma gauche, hein, on a étudié, madame Ami, j'ai pas oublié, c'est pas droite, hein. Gauche-droite, hein. À ma gauche, je suis avec madame Mami Mujinga. Elle est une femme politicienne, elle est cadre de FCD, Front des Congolais pour la démocratie, parti cher à Pierre Kangoudia. Bienvenue et bonne fête à vous. Merci beaucoup. Je n'ai rien oublié à la présentation. Hein. J'aime bien quand vous le dites, parti cher à Pierre Kangoudia, l'honorable. FCD. Merci beaucoup. Et comment ça évolue là-bas? Ah, ça évolue, hein. Ça évolue. Après les élections, il faut une pause et voir ce qui n'a pas marché, ce que nous projetons pour l'avenir. Donc, nous sommes là en train de réfléchir. Quand bien même nous ne sommes pas au Parlement, mais nous sommes en RDC. Nous sommes là en politique. Nous continuons à voir comment les choses se font. Alors, nous sommes là. D'accord, vous êtes toujours là. Vous n'êtes pas candidate malheureuse, mais candidate expérimentée. Hein, des années. Non, ça faudra le dire. Hein? Non, je n'étais même pas candidate. D'accord. Je n'étais même pas candidate. Bienvenue, madame Mami. Alors, à côté de madame Mami, je suis avec madame Elali Kabangou. C'est comme ça que j'aime l'appeler. Elle est femme professeure, avec E à la fin. Elle est dans l'éducation. Elle est chef de travaux au CIDEF. C'est ça pour la présentation, c'est parfait. C'est parfait. Bonne fête à vous. Merci. Ok, bonjour. Bonjour. Ok, ça évolue là-bas au CIDEF. Très bien. Ok. Avec la lutte de la femme, tenez bien votre micro là pour qu'on vous écoute bien. Oui. Dans la formation. Oui. Ça va dans le recyclage. Oui. Dans l'apprentissage. Ok. Voilà, à côté de madame Elali Kabangou, je suis avec madame Varlette Mampassi. Mampassi, c'est ça. Elle est coordonnatrice de EduConnect, c'est ça? Effectivement. Et bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. En même temps, vous êtes aussi juriste, femme avocate. On dit que les femmes avocates sont des femmes trop compliquées hein, à gérer. Je ne pense pas. On sait distinguer les différentes casquettes qu'on peut avoir dans la vie. Oui. Quand on est à la maison, on est femme. Oui. Femme au foyer, maman et tout. Et dans la vie professionnelle, c'est alors qu'on peut faire preuve de cette rigueur-là. Avec les articles que vous connaissez là. Écoutez, messieurs, l'article 5 dit c'est on sait utiliser à bon escient comme il est faux. C'est pas article par là, article à gauche, non, pas du tout. D'accord, bonne fête à vous. Merci. Voilà, je vais maintenant à ma droite, hein, c'est ça? Madame Sylvie. Bonjour. Bonjour. Bonne fête à vous, Madame Sylvie. Merci. Madame Sylvie, elle est aussi une femme politicienne. Elle est cadre dans le parti de Christophe Lutundula, c'est ça? Alliance des démocrates. On dit ADP. ADP. Donc l'ADP, c'est un parti qui fait vraiment, qui se porte bien. Oui, l'ADP, c'est un grand parti qui défend le social pour la population, comme on dit, la social-démocratie. Et là, nous sommes sous le leadership de l'honorable sénateur Christophe Lutundula Pala, qui à son temps a bien lancé la bataille en dénonçant tout haut que pour l'agression que nous connaissons, c'est Paul Kagame. C'est la première personne qui a dit ça. Hein? C'est le premier qui a dit que c'est Paul Kagame et le Rwanda qui sont en train de tirer les ficelles Il a pointé du doigt pour fausser la paix
dans notre grand pays que nous aimons beaucoup. Et nous saluons aussi la force et le courage de son Excellence Madame Thérèse Kaikwamba, qui a continué la lutte. Et aujourd'hui, nous avons les fruits de cette grande diplomatie agissante avec les différentes sanctions qui sont en train de tomber et sous le leadership, la main de pointe de son Excellence, notre président que nous aimons, Félix-Antoine Tshisekedi, la première ministre Judith Suminwa, toujours à la tâche. Nous espérons que nous sommes vainqueurs. D'accord, très bien, bravo. Belle présentation. Hein. Alors, à côté de Madame Sylvie, nous sommes avec Madame Dorcas Adi Coco. Bonne fête, maman. Merci. Ça va? Madame Dorcas Adi Coco, Madame Monsieur, une femme politicienne. Vous êtes même présidente d'un parti politique. Parmi les femmes qui se distinguent dans la politique, hein, elle est présidente, elle est politicienne, elle est présidente de UED-VERCO, c'est ça? Oui, c'est ça. L'Union des écologistes pour la démocratie et le développement. Oui. Je tiens à le signaler que je suis la première écologiste du Congo. Oui. Parce que le parti que je préside aujourd'hui a vu le jour en 91. Donc, le premier parti écolo dans notre pays. Ok. Et mon parti est dans la plateforme FPAU, Force politique et sociale alliée à l'UDPS, coordonnée par l'excellence Élisée Bokoumouana Maposo. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Ça fait longtemps que vous avez commencé cette lutte et je vous encourage en tout cas. Vous avez persévéré, vous êtes un modèle pour toutes ces femmes-là qui font aujourd'hui la politique. Hein. Oui, parce que quand on parlait d'écologie, dans ce pays, les gens ne comprenaient pas. Hein. Les gens ne comprenaient pas. Je tiens à signaler que le parti a été créé par mon papa d'heureuse mémoire, qui est parti il y a 5 ans, M. Ngoïté, au maire Lukango. Et quand on parlait de ça, les gens ne comprenaient pas. Quand on interdisait aux gens de couper abusivement les arbres, et les gens se posaient la question de savoir, mais ces arbres, ça vous appartient? C'est pas vos arbres. Alors, maintenant, je suis contente, tant bien que mal, les gens au jour d'aujourd'hui commencent à comprendre c'est quoi l'écologie et commencent de temps en temps à faire attention quand il faut couper les arbres, mettre les saletés et tout. Il n'y a pas que les arbres hein, pour l'écologie, il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte, mais au moins on commence à comprendre. Il y a beaucoup de partis écologiques qui naissent et je dis merci Seigneur de nous d'avoir guidé mon papa pour un parti écologiste. Voilà. Bon, c'est vraiment une victoire. Le temps que Madame Ali se présente pour faire une brève présentation. Madame Mami, vous savez bien que Madame Dorcas Adi Coco, elle est ancienne dans la politique. Est-ce qu'elle était aussi votre modèle? Vous avez souri, hein? C'est pour dire non, oui. Je souris parce que bon, personnellement, je n'ai pas eu la chance de la connaître, mais on est sur les pas de nos aînés. Hein. On a quelques modèles qu'on voyait quand on était encore toute petite. Si elle fait partie, moi je suis très contente parce que quand vous dites qu'elle dit qu'elle est parmi les pionnières des partis écologistes, en tout cas moi je dis chapeau bas parce qu'aujourd'hui on a besoin de ça au Congo. On a besoin de femmes comme elle. Pourquoi pas ne pas suivre ces pas. Alors, je suis aussi avec Madame Aline Kimputu. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Madame Aline Kimputu, elle est présidente de la fondation Jundi. J'ai bien précisé ta fondation, mais j'ai massacré les noms. Fondation Jundi. Oui, qui veut dire quoi? C'est un mot swahili qui veut dire courage ou effort. Effort. Oui. Vous êtes l'initiatrice? Je suis initiatrice et présidente de la fondation. Oui, une fondation qui existe depuis quand? Une fondation qui existe depuis 2018. Nous encadrons et formons des femmes et des jeunes filles des quartiers défavorisés. Oh, pourquoi ces choix? Pourquoi ces choix? Parce qu'aujourd'hui, on parle de droit, égalité et autonomie, mais tout le monde bénéficie-t-il de ce droit, puisque c'est de la femme qu'il s'agit? Est-ce que toutes les femmes
bénéficient des mêmes droits, des mêmes opportunités d'autonomisation. Oui. La plupart du temps, même quand vous voyez les conférences et les rencontres, ça va se faire au Grand Hôtel, ça va se faire à Hilton, ça va se faire sur la Gombe. Combien vont au Kanluka? Combien vont à Selembao? Combien vont à Kingabwa, à Pakadjouma? Très peu. Et nous, on a choisi cette tranche-là tout justement pour mener notre combat de l'autonomisation et de l'égalité. Très bien. Voilà. Alors, vous avez retenu le micro. Le temps pour moi d'annoncer le thème de cette année 2025. Madame, Monsieur, sur le plan international, on parle du thème pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Je le répète, pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Et sur le plan national, donc la RDC, on parle de la Congolaise au centre de toutes les ambitions. Sur le plan national, c'est la Congolaise au centre de toutes les ambitions. Alors, on va souffler un peu, Elohim, avec une musique, question de valoriser la femme et de permettre à nos invités de s'asseoir confortablement et de répondre à toutes nos questions. On suit la chanson et bonne fête déjà à toutes les mamans. Acclamez quand même pour vous-même parce que vous êtes très bien habillés, en tout cas. Bonne fête à toutes les mamans. On va suivre cette chanson et on se retrouve tout juste après. Voilà, je suis la femme, je suis fière d'être appelée femme, point barre, je suis femme. C'est pas ça les mamans? Oui, c'est vraiment ça. Ah, Ezaboué, très bien Madame Sylvie, hein? Madame s'y parle aussi lingala, hein? Ezabongo, je suis fière d'être femme. Alors, on vous rappelle le thème sur le plan international, on parle pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Et sur le plan national, la Congolaise au centre de toutes les ambitions. Alors, Madame Aline, vous retenez le micro. Femme congolaise au centre de toutes les ambitions. Paf, il y a une question qui me vient en tête. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer Jeudi? Avant de parler, de commenter un peu sur le thème national, qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qui m'a poussé? On dit on comprend mieux l'autre si on est passé par là soi-même. Ok, vous êtes passé par là. Oui. Ok. Je connais c'est quoi être élevé par une maman seule. Moi, j'ai perdu mon père à 11 ans. Oui. Et donc, j'ai vu cette femme se battre au quotidien. Oui. Elle a tout vendu. Quand je dis tout, jusqu'à garder un seul pagne pour nous nourrir et nous envoyer à l'école. Okay. Pour moi, c'est le modèle par excellence du courage. Ouais. Elle, je l'appelle même ma Judy. C'est de là qu'est venue Judy. Okay. Alors, dans ma tendre enfance, je me suis dit, un enfant qui grandit sans parents, sans père et élevé par une maman, c'est un enfant qui souffre beaucoup parce que j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Et cette femme souffre beaucoup pour nourrir et élever ses enfants. Ça a vraiment été une motivation. Je me suis dit, quand je vais grandir, je vais prendre, au départ, je me suis dit, je vais prendre soin des enfants. Mais aujourd'hui, je suis moi-même épouse et mère. Très bien. Pour prendre soin d'un enfant, il faut prendre soin de la maman. Pour prendre soin d'un pays, il faut prendre soin de la femme. Parce qu'elle porte, elle éduque, elle trace le chemin. Alors, comment vous avez apprécié le thème national, puisqu'on est congolaise, le thème national, la Congolaise au centre de toutes les ambitions? Est-ce que c'est un thème qui vaut la peine? C'est un thème très pertinent. Okay. Actuellement, le pays, pas que le pays, moi je veux dire le monde, avec l'explosion de l'Internet, du réseau social, de l'intelligence artificielle, au Congo, on souffre d'un manque des modèles. Okay. Replacer la femme congolaise au centre de toutes les ambitions, c'est replacer la femme congolaise en tant que modèle. Prêcher par l'exemple. Celles qui sont déjà au poste des décisionnels, prêcher par ce qu'elles font. J'ai beaucoup apprécié ce que maman a dit ici. Maman Dorcas, être pionnière dans le domaine de l'écologie. Combien savent qu'elle est pionnière? Donc, il faut des émissions comme ça pour en parler. Elle il faut multiplier
des activités comme ça pour que les personnes qui nous suivent puissent se dire, voilà, moi je suis jeune fille, je peux aussi évoluer dans l'écologie, je peux évoluer dans le droit, je peux évoluer dans les sciences. La femme doit être ambitieuse. La femme doit oser. Pour moi, le mois de mars, c'est vraiment ce thème, c'est un appel au réveil. La femme doit oser. D'accord. Alors, docteur Mami, la femme doit oser. Vous êtes une femme politicienne, vous êtes dans la politique, ça fait longtemps que vous avez mené cette lutte sur l'émancipation de la femme doit. Aujourd'hui, il y a aussi une femme qui est première ministre. Est-ce que vous pensez que la femme est quand même arrivée? Elle est satisfaite? Non, c'est pas le fait qu'il y ait des femmes aujourd'hui, première ministre, DG. Il y a DG dans tous les niveaux, au niveau scolaire, en fait, quand je veux dire, académique, DG dans les entreprises, on les voit maintenant. Partout, on voit les femmes pilotes. Mais le problème, c'est les pourcentages des femmes qu'on recherche. Parce qu'en parlant de parité, on parle de 50%. Mais si nous regardons aujourd'hui les pourcentages à tous les niveaux, vous allez voir que les pourcentages n'arrivent pas à atteindre ce que nous avons commencé à lutter. Bon, il faut dire aussi que la lutte n'a pas commencé il y a très longtemps avec les femmes, bien que la Journée internationale de la femme a commencé avec une poignée de femmes aux États-Unis qui réclamaient et tout ça. Mais aujourd'hui, si on regarde les pourcentages des femmes au gouvernement, c'est 31%. On regarde au Parlement, 18%. Au Sénat, 15%. Et je suis allé même plus loin. Vous regardez les pourcentages des filles. À l'école primaire, vous êtes dans les 44%. Mais à l'université, j'ai fait des recherches sous réserve de notre maman professeure. Les filles à l'université, quand vous regardez dans les universités, elles n'atteignent pas 20%. Donc, si déjà elles commencent à l'université, à l'inscription n'atteignent pas 20%, combien vont terminer? Donc, c'est ça les problèmes. Notre maman Dorcas, elle a commencé depuis 1980. Nous, on était encore des bébés. Mais aujourd'hui... 1980. Bravo, maman Dorcas a dit qu'en tout cas, bravo. 1980. Bientôt, j'aurai 65 ans. Ne paraissez pas, vous êtes trop jeune. Encore jeune, c'est jusqu'à 70 ans. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est parce qu'il y avait des femmes comme ça. Moi, je me rappelle, je regardais Sakombi, la journaliste, et je disais à mon père, quand je vais grandir, je veux aussi être comme ça. Et ma mère qui me disait, non, la femme doit être à la cuisine. Je dis, non, moi, je serai comme ça. C'est ça même la base, hein. Voilà, c'est parce qu'il y a la source, bien qu'on a grandi dans les milieux où on n'encourageait pas tellement les filles d'aller à l'école, mais on avait quand même remarqué qu'on était là, quelques filles, mais on tenait quand même la tête devant les garçons qui étaient là. On luttait, les garçons est premier, toi tu es deuxième ou troisième, et puis on a compris que non, la femme aussi pouvait aller plus loin. Donc c'est ça notre lutte aujourd'hui. Les mamans ont commencé, nous sommes en train de suivre. Et aujourd'hui, c'est dans les grandes villes, parce que moi j'ai fait 70% de la RDC, c'est dans les grandes villes où on peut dire que les gens ont compris. Mais dans les Congos profonds, parce que d'abord je parle seulement du Congo, parce qu'il était mis la femme au centre des ambitions. Est-ce que dans les Congos profonds, ces ambitions-là sont suscitées dans les femmes? Moi je dirais non. Parce que je suis allée à Walikale il y a 7 ou 8 ans, mais j'ai trouvé qu'il y avait des filles de 13 ans qui avaient déjà des enfants. Oh là là. Non, des mineurs. À 20 ans, elle a déjà 6 enfants. Oh là là. Et les 6 enfants, des pères différents, et il ne connaît même pas les noms de ses enfants. Donc, c'est pour vous dire que la lutte doit continuer. Si c'est une lutte, ça doit continuer. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire qu'aujourd'hui, on a une première ministre. Bah, c'est une minorité. Alors, mais la majorité, cette autonomisation. Parce qu'on a vu dans notre pays, comme en Europe, où la femme a déjà compris que ce n'est pas le mariage qui fait le bonheur, mais c'est d'abord de se comprendre, de se c'est pas le mariage seulement qui fait le bonheur. Non, ce n'est pas le mariage seulement qui fait le bonheur. Et ce n'est pas
on ne se réfugie pas dans les mariages. Ouais. Donc, l'homme n'est pas là comme un pourvoyeur, comme un fournisseur, un homme qui doit... Ou un sponsor. Donc, pour que tu aies... un sauveur. Que tu aies un pas, il faut que l'homme aille se battre. Non. Mais aujourd'hui, on a compris que la femme aussi doit faire quelque chose dans son ménage. Très bien, docteur Mani. Alors, Madame Dorcas Adikoko, je reviens à vous, puisque vous êtes vraiment un modèle pour plusieurs femmes politiciennes. Mais est-ce que, comment d'abord avez-vous apprécié les thèmes nationaux? Est-ce que votre lutte a servi à quelque chose? Aujourd'hui, il y a quand même des femmes que vous pouvez compter, telle dame est devenue aussi présidente d'un parti politique parce que m'a suivi. Est-ce que ça a servi à quelque chose, cette lutte-là? Ça, c'est pas à moi de le dire, mais c'est aux dames qui le sont devenues qui pourront le dire. Mais moi, j'avais un modèle à moi, je vais donner, je vais le dire. C'était en 1980. Je suis entrée à l'ISTA après avoir eu mon bac. Alors, et le 8 mars de cette année, on nous avait dit que elle était ministre, je pense, de genre et famille, conditions féminines, je pense. Maman Ekula Léon. On nous a dit qu'elle venait, elle va parler avec les femmes. Je savais même pas c'était quoi le 8 mars, c'est la fête du 8 mars, non. Non. Mais quand elle est venue, cette dame, la manière où elle s'est présentée, comment elle marchait dans l'amphithéâtre, je la regardais en panne. Elle était vraiment trop jolie. Et quand elle a ouvert sa bouche pour parler, je me suis dit, trop bien. Je me suis dit, voilà ce que je vais devenir dans la vie. D'autant plus que mon papa, la politique est née dans ma maison. Hein. Mon papa, politicien. Mais c'est cette dame-là que j'ai pris comme modèle. Voire même quand elle est morte en Belgique, son corps est venu ici, j'étais à Paris, je suis venue. Je me suis dit, il faut que j'assiste à l'enterrement de la dame. Malgré qu'on ne s'est pas vu comme ça, mais bon, je suis quand même partie au cimetière de la Gombe pour dire au revoir. Donc, parler du mois de la femme, je pense que vous avez déjà oublié, hein, parce qu'il y a 2 ou 3 ans, on avait fait une émission pour le mois de la femme. Je vous ai dit, moi, j'aime pas le mois de femme, j'aime pas cette fête. Les thèmes, c'est presque, les thèmes sont pareils, hein. Sont pareils. Ils changent seulement, ils placent comme des jeux de dames. Ça sert à quelque chose. À rien du tout. Si vous allez me poser la question aux gens ici dans notre pays qui donnent les thèmes, ils ne se souviendront même pas du thème de l'année passée. Donc ça sert à rien. Il faut sortir, aller dans des terrasses, boire, c'est tout. Voilà. On a déformé ça. Voilà. On fait porter à des filles, des fillettes et des pagnes. Et c'est ce jour-là que beaucoup de filles sont débergées. Mois de la femme, fête du 8 mars. Au nom de mois de la femme. Mais oui, beaucoup de mariages aussi se cassent le 8 mars parce qu'on n'a pas encore compris ce que nous voulons. Donc, c'est pas seulement attendre le 8 mars pour qu'on parle des femmes, de ce que nous voulons. Non, il faut que ça se parle tout le long de l'année. Donc, les 11 autres mois là, c'est pour les hommes. Donc, on n'a encore rien eu. Donc, on n'a rien eu. Donc, ça sert à rien de dire mois de la femme, tout ça. Moi, j'aime pas ça. Bon, il faut ajouter journée internationale des droits, peut-être de la femme. Oui, parce que la femme, non seulement elle a seulement des devoirs, pareil. Elle a aussi des droits. On va parler au mois de mars et puis après, c'est fini. Les femmes vont recommencer rebelote à zéro. On va pas s'occuper de nous. On va plus nous prendre en compte les hommes. Et vivement qu'un jour, les choses changent pour qu'on puisse vraiment comprendre. Mais ça évolue quand même parce qu'on a une dame qui est à la tête du C'est pas grâce à la journée de la femme qu'on a une dame. Non, on a quand même un président qui est de la masculinité positive. Hein. Il y a Fachi, bon, il le disait au rassemblement quand on était là-bas au rassemblement que lui, quand il sera président, il y aura beaucoup de femmes. Il va élever beaucoup de femmes. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui sont élevées. Hein. Oui, il le fait. Mais moi, je pense que son entourage, il y a beaucoup de ceux qui ne sont pas genrés, qui sont contre les femmes, des machos, tout autour de lui. Mais il faut qui se battre. On ne fait que ça. Mais en fin de compte, on se fatigue aussi. Hein. Mais il ne faut pas se fatiguer. Hey, j'ai plus 20 ans aujourd'hui. J'ai 65 ans dans quelques mois. Bon, je vais le faire pour qu'il y ait la relève. Mais bon, à un certain moment, on s'est dit, bon, je ne peux plus faire ça. Maintenant, il faut que je m'occupe de moi, de mes petits-enfants. Ah bon? Et j'ai laissé là, maintenant, vous revenez à la source, Maman Dorcas. La femme, c'est dans le ménage. La femme, c'est dans sa maison, pas au bureau, non, pas la politique. Non, ça, c'est ce que les hommes, la plupart des hommes congolais pensent. La place de la femme, c'est à la maison, dans la cuisine, faire à manger, tout ça. Oui, c'est vrai. Pas que faire à manger. Je peux arranger ma maison, préparer à manger et aller travailler.
Ce que j'ai remarqué ici à Kinshasa, beaucoup de femmes attendent auprès de leur mari. Oui, la Bible nous dit que les besoins de la femme doivent s'étendre vers son mari. Oui. Mais chez nous, une femme, oui, chez nous, moi qui ai vécu longtemps, presque toute ma vie en France, c'est pas vraiment ça. Hein. C'est pas vraiment ça. Je peux même compter, c'est des cadeaux qu'on s'est fait, que le mari me fait quand il a envie. Mais c'est pas que je dois attendre et achète-moi ça. Non. Si je compte les choses, les habits que mon mari m'a achetés et ce que moi-même j'achète, c'est différent. Donc c'est pas ça, c'est des trucs qu'on est déjà dépassés. Voilà. La femme, ce n'est pas ça. Il faut que la femme congolaise, il faut que les hommes congolais changent un peu leur mentalité pour qu'ils mettent la femme congolaise à la place qu'il faut. Je vois madame Eulalie qui déjà non est dans l'éducation. Je vous donne la parole bientôt là. Je vais d'abord poser la question à madame Sylvie. Vous avez tellement vanté votre président. Bah, c'est lui qui était le premier à pointer du doigt Kagame, les Rwandais. Vous n'allez pas me contredire. Ouais, oui, vous avez vanté là. Alors, vous me contredisez. Alors, je vais poser une question. Alors, dans l'ADP, votre cher parti politique, qu'est-ce que vous envisagez pour cette femme de l'Est qui est violée, cette femme qui est devenue martyre, cette femme-là qui est délaissée avec les atrocités? Qu'est-ce que vous envisagez? Parce que l'excellence était le premier à pointer du doigt le Rwanda. Aujourd'hui, il s'avère que c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous organisez, vous envisagez pour cette femme de l'Est? Ok, merci beaucoup pour la parole. C'est vrai que dans mon parti, nous avons eu une grâce d'avoir une autorité morale qui avait vraiment l'œil sur nous. Oui. Moi, par exemple, j'étais candidate députée nationale, candidate heureuse, expérimentée. Oui, pas malheureuse. J'ai pas du tout échoué. J'ai expérimenté l'expérience. Mes bases, mes mamans, mes papas, beaucoup ont voté pour moi. Je les remercie. J'ai saisi l'occasion pour les remercier une fois de plus. Et je disais que mon autorité morale, il a vraiment veillé sur nous. Il nous a accompagnés, il nous a coachés, il nous a poussés jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, sous son leadership, nous continuons la marche. Et au sein du parti, vraiment, la femme a sa place. C'est vrai, la lutte, elle est grande. Nous continuons à lutter, nous continuons à nous manifester, nous continuons à travailler pour ne pas s'imposer, mais manifester notre présence et prouver de quoi nous sommes capables. Et vraiment, il en tient compte. Alors, par rapport à ce que nous vivons et en pensant à nos sœurs de l'Est qui aujourd'hui, avec qui nous manifestons des sentiments de solidarité, de compassion. Déjà pour ce qui arrive, c'est vraiment déplorable. Nous sommes en train de faire des récoltes après une forte sensibilisation de toutes les mamans pour se dire que une qui est saisie, qui est touchée, qui est déshonorée, qui est déchirée, c'est toutes qui sont touchées, saisies, déchirées. Donc cette affaire nous concerne et nous sommes loin des yeux, mais nous sommes tout près du cœur. C'est pourquoi à la fin de ce mois, dès que nous avons ce que nous aurons, ce que les mamans vont apporter, nous allons aussitôt, sous l'autorisation de son autorité, toucher les organismes qui sont sur terrain par lesquels nous allons passer pour envoyer ces colis que nous aurons afin d'accompagner tant soit peu, d'assister tant soit peu toutes ces mamans, toutes ces jeunes filles, toutes ces bien-aimées qui sont touchées et à qui nous pensons tous les jours. D'accord, belle initiative. En tout cas, on vous encourage en tout cas. Madame Eulalie Kabangou, je reviens à vous. Vous êtes chef des travaux au CIDEP, c'est ça? Oui, je suis chef de travaux, formatrice, oui. Oui, comment ça en droit, etc. De la femme, de la fille, pour ne pas dire de la femme, la fille. Ok. La femme s'est formée bien là-bas. Bon, comme droits fondamentaux, nous avons le droit à l'éducation. Oui. Malheureusement, l'éducation en RDC, d'abord dans le monde, il y a au moins 129 millions des enfants qui ne sont pas scolarisés. Alors quand on transpose en RDC, c'est vraiment à peu près 50 000
enfants qui ne sont pas scolarisés. Or, avec la jeune fille, lorsque la jeune fille est éduquée, elle a un bel avenir. Lorsqu'elle est éduquée par ses parents et qu'elle est scolarisée, avec sa scolarité, à la fin de sa scolarité, elle va avoir un bon travail, un bon job, et elle sera rémunérée. Et avec de l'argent, il y a l'autonomisation. Avec de l'argent, il y a la prise du pouvoir. Elle peut même devenir députée, elle peut même devenir, je sais pas moi, même ministre, elle peut être une bonne dame. Donc, éduquer un enfant, éduquer une fille, comme on est là, on ne voit pas que la jeune fille, on voit aussi le garçon, mais éduquer, porter l'éducation sur la jeune fille, amener le développement de la communauté. Mais est-ce que la femme, la jeune fille, sont ces besoins-là d'être instruite? C'est ça le problème. On voit dans les universités comment les jeunes filles se comportent. Hein. Elle vient là avec... elle cherche des points peut-être d'une autre manière au lieu de s'appliquer. Est-ce que la jeune fille est consciente? Voilà, la conscience, ce sont les parents. C'est les parents qui conscientisent les enfants. En conseillant, en servant de modèle. C'est comme ça que les enfants vont grandir, croître. Et à l'université, oui, je sais que l'université, c'est un monde à part. C'est un monde de liberté. Et quand un enfant n'est pas éduqué, c'est pas l'université qui fera que l'enfant soit rééduqué. La dame tout à l'heure a parlé de 20%. Moi, je crois que ce n'est pas 20%, c'est au-delà. C'est même 50%. En tant qu'enseignante, oui. Non, madame, dans les auditoires, je te dis dans les auditoires, il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup de jeunes filles qui veulent apprendre. Donc, l'éducation est très importante et très essentielle, mais l'éducation commence par la base, par les parents. Parce que nos enfants sont éduqués de plusieurs manières. Il y a les parents qui éduquent, il y a la rue qui éduque, il y a les amis qui éduquent, il y a la télévision. Maman a tout à l'heure parlé des téléphones, des réseaux sociaux, des TikTok, des histoires que moi, peut-être je ne connais pas, mais nos enfants connaissent. Les enfants sont éduqués au travers du téléphone. Ça, c'est un autre débat. Un enfant peut avoir un téléphone. À quel âge on doit offrir un téléphone à un enfant? Bon, comme moyen de communication, un enfant peut avoir un téléphone, mais je crois à partir de 14-15 ans. 14 ans, 15 ans. Oui, peut-être pour appeler ses parents. Et enlever les applications. Oui. Je préfère encore le Kony. Le téléphone qu'on appelle Kony, là. Les Android. Android, ça... comment dirais-je, intelligence artificielle. Non, c'est pas pour les besoins de la cause, en tout cas. C'est compliqué. Alors, vous avez passé le micro à Madame Varlet Thomas Passy. Vous êtes aussi dans le même secteur, même domaine que Madame Hélène Kabarou. Comment vous appréciez l'éducation de la jeune fille? Alors, permettez-moi quand même, je pense qu'il était important de revenir sur ce que maman a dit. Oui, maman Dorcas. Maman Dorcas, je salue déjà le travail qu'a bâti maman, mais je pense que cette journée a sa place. Parce que moi, je suis chercheuse. Elle est fatiguée. Non, c'est pas dans la contradiction. C'est pas dans la contradiction, mais dans le complément que je vais pouvoir donner mon opinion. Parce que il est très important pour nous d'aller questionner l'histoire. J'ai une activité que j'organise où je vais aller faire une exposition Women in History. Vous savez pourquoi on en arrive aujourd'hui à prendre la place en public, on donne la parole à la femme. Ça a été une lutte de gens. On sait comment nos sociétés beaucoup plus africaines ont été construites, mais sans compter aussi les sociétés occidentales. Mais moi, je suis dans une configuration de la société africaine qui n'a pas donné tout de suite à la femme sa place. Voilà pourquoi on a commencé à parler de la parité qui était 50-50. J'ai aimé cette femme qui a pris le long de se dire j'ai les compétences. Il y a des femmes qui ne se sont pas résumées à accepter la place qu'on leur avait donnée. Et se donner moi je peux faire ceci. Et par rapport à cela, nous avons connu des femmes qui ont fait preuve d'une leadership incroyable. On a quitté les combats de la parité pour le combat de la représentativité. Parce que cette femme a fait ses preuves. On a
admet qu'aujourd'hui, la femme avait des compétences pour être dirigeante dans des différentes institutions, outre le fait de gérer. Moi, j'applaudis la femme. Déjà, gérer une famille, c'est faire force de gérer toute une nation. Ouais, déjà, ouais. Donc, même la partant base, de cela, cette journée, on parle de la journée internationale de droits de femmes. Ça a été une lutte. Et cette journée n'est qu'une journée phare. Pour moi, je parle, c'est une journée d'évaluation. Mais maintenant, vous savez qu'il n'est pas évident de pouvoir poser une idéologie et tout de suite d'avoir la compréhension des populations. Voilà pourquoi nous, qui sommes dans des associations, nous sommes en train de mener des activités pour expliquer surtout à la jeune fille, mais aussi à la femme, les biens fondés de cette journée, qu'il ne s'agit pas d'aller dans les bars, dans des cadres qui ne valorisent pas la réflexion, mais par contre, nous expliquons le sens. Je parle de l'exposition où nous allons parler des parcours de femmes. D'ailleurs, je vais faire mention des mamans lors de cette exposition. Je vais présenter la photo des mamans parce qu'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas beaucoup de femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans son secteur, bien évidemment. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, il est question de pouvoir d'abord reconnaître le combat qui est mené et cette journée où quand même on met la femme en lumière. C'est très important. Mais pour parler de l'éducation, effectivement, moi, je fais beaucoup. Je sillonne les écoles, je peux le constater, il y a beaucoup de filles aujourd'hui dans des salles de classe, comme jadis on n'en voyait pas. Mais les problèmes qui se posent, il faut aussi attirer l'attention. Nous vivons dans une société qui a aujourd'hui beaucoup de défis, beaucoup de challenges. On parle aujourd'hui des nouvelles technologies de l'éducation qui ne facilitent pas. Et face à cela, la jeune fille peut se perdre. La jeunesse est en train de se perdre. Mais il est de notre devoir, nous qui avons une vision éclairée, de pouvoir soutenir ceux qui ont encore une vision assez floue pour dire voilà le repère, parce qu'il y en a de femmes. Oui, il y a des femmes repères. Moi, j'étais la semaine passée, j'étais dans une salle de classe. Je pose une simple question aux élèves. Quel est votre rêve? J'avais du mal à avoir tout de suite la réaction des élèves. Il a fallu les inciter pour qu'ils comprennent l'importance de se nourrir d'ambition. Et j'aime cette thématique. Pas plus tard qu'hier, ma fille me disait, elle est en maternelle, s'il vous plaît. En deuxième maternelle, son ami de classe lui dit, mon père a dit que les femmes ne doivent pas travailler, la femme ne doit pas manipuler l'ordinateur. La place de la femme, déjà la base, la maternelle, s'il vous plaît. La place de la femme, c'est à la maison. Vous vous rendez compte que le combat continue jusqu'à maintenant. Nos sociétés sont encore faites des stéréotypes. Et si on a une mentalité qui commence déjà à la maternelle, voyez-vous, ce homme-là va donner l'aval pour que sa femme puisse travailler, pour être une femme leader. Non. Voilà pourquoi il est très important aujourd'hui de recentrer la femme dans ses ambitions et de se dire, nous avons aussi une société qui a caractérisé la réussite pour la femme. Pour dire, il faut absolument se marier. Il n'est plus question de ça. Il est question de présenter à la femme, comme pour l'homme, le mariage qui est une valeur partagée, mais en dehors de ça, il faut se nourrir d'ambition. Et très tôt d'ailleurs. Sinon, il y a beaucoup de femmes qui meurent dans le mariage. Oui, mais brièvement, je vais parler de ma petite histoire, de problèmes cardiaques, tout ça, violence faite à la femme. Je pense que les jeunes filles qui nous suivent à la télé, c'est très important. Brièvement, je vais parler de mon petit parcours. J'ai fini l'université. Mon père, qui est un pilier de ma vie, décède. Les familles africaines, on nous prend à peu près tout. Je me retrouve là. On n'a plus la même vie. Je suis enceinte, même pas enceinte, j'ai une enfant de 2 mois. Mon père décède, j'ai pas de boulot. Je n'ai rien pour survenir. Vous êtes dans le mariage? Non, je suis pas dans le mariage. Alors que la relation se passe bien, vous êtes enceinte, l'homme vous laisse. Vous voyez les challenges de la femme. Hein? Mais maintenant, c'est les ambitions que j'ai commencé à nourrir assez tôt. Moi, déjà à l'école primaire, à l'école secondaire, je savais que j'allais faire le droit à l'université. Et je disais, je me rappelle mon ami Magloire Mouteki, je disais, je serai de ceux qui vont écrire l'histoire de ce pays. Et ces ambitions, quand je me suis rencontrée au challenge de la vie, en pleine dépression, je me suis rappelé quelle femme j'étais à l'école, quelle femme j'étais à l'université. Moi, j'ai commencé les combats de l'activisme avec son excellence qui est de ma promotion, Constant Moutamba. Aujourd'hui, si on peut quand même faire un message et avoir une réponse, c'est parce qu'on sait le genre de femme qu'on a été durant ce parcours. Et ça, je tire l'attention de la jeune fille, de se nourrir d'ambition assez tôt, parce que le challenge de la vie, vous ne vous faciliterez pas aussi les choses. Pas facile, mais quand vous avez déjà un mental qui se nourrit de quelque chose, même quand vous êtes par terre, vous saurez vous relever. Ça mérite quand même vos acclamations, les dames. Hein? Madame Ali, tu es jalouse ou quoi? Vous êtes sursauté là. J'aime les combats qu'elle mène. On mène le même combat. Ok.
Alors, très bien. Rapidement, je vais avoir quelques difficultés que la femme rencontre. Parce que vous parlez des difficultés. Maman Varlette, donnez le micro à Madame Kabango, les difficultés que rencontre la femme dans tous les milieux. Moi, je vais seulement me focaliser, je ne vais pas être éparse, je vais seulement me focaliser sur la jeune fille. Oui, la jeune fille seulement. Oui, d'abord la jeune fille. Okay. Avant d'être maman, on est jeune, les jeunes filles. Voilà, la jeune fille a des problèmes par rapport à son milieu. Ouais. Ah, si par exemple nous allons au Kasaï, au Kasaï chez nous, je m'excuse, hein, il fallait que je cache, mais j'en parle, non, c'est là où je viens, c'est là où je viens, je ne peux pas, non, c'est là où je viens, je ne peux pas me cacher. Là-bas, on stigmatise les filles. On dit à la jeune fille, ce n'est pas important que tu es à l'école. Ah, toi, tu dois te marier. Donc, il y a le mariage précoce qui est là. Et parmi les enfants, s'il faut choisir, on choisit les garçons. On dit que non, le garçon sera chef. Comprenez? Comme madame était en train de parler. Donc, directement, on lui inculque quelque chose dans la tête. Donc, tu seras chef. Comme tu seras chef, tu dois étudier. Alors qu'à la jeune fille, on lui dit non, toi, on doit te marier. On va peut-être chercher un vieillard dans le quartier, je m'excuse, c'est la vérité. Oui, qui a assez d'argent, oui, qui vient, qui donne de l'argent, oui, qui donne de l'argent, le moyen aux parents. Et on prend la jeune fille, on la remet, voilà. Donc, déjà, des mariages précoces, ce n'est pas important. Il faut éduquer la fille. Il faut lui dire que ton avenir, c'est dans les études. Si tu deviens une grande personne, donc si tu as ton diplôme, tu auras beaucoup d'argent. Et avec de l'argent, c'est une ouverture. Avec l'argent, tu seras autonome. Avec l'argent, tu peux même avoir le pouvoir politique. Donc moi, je me focalise seulement sur la jeune fille. Et je voudrais chuter. Je sais que le gouvernement nous a aidés, le président de la République nous a aidés avec quelques théories. Il y a la masculinité positive où les filles, les dames sont aussi choisies parmi les décideurs. C'est quelque chose qui est très bien, que j'encourage. Mais est-ce que leurs voix sont entendues quand même? Non, la voix est entendue. Quand on met Thérèse, quand on met cette grande dame qu'on appelle Mazalendo, cette dame-là, non, elle nous a épatés. Oui. Elle sait, elle n'était pas complexée. Elle a pris la défense, elle a laminé l'opinion publique de Kagame. C'était pas quelque chose de... Et maintenant, les sanctions tombent. Donc, on ne peut pas minimiser l'avenir de la femme. Très bien. Donc, bravo pour la femme. Merci beaucoup. La maman congolaise au centre des ambitions. Au centre des ambitions. Et même la première ministre, elle avait refusé de prendre en photo de famille une photo avec Kagame. Et c'est quelque chose de bien. Elle a manifesté. Et vous avez senti que les femmes sont au devant de la scène. Donc, je suis d'accord, je suis fière avec les femmes. Bravo, donc, c'est un combat, comme des amis l'ont dit, et nous n'allons pas nous fatiguer. Le combat, c'est nous qui prenons en charge ce combat-là. Quand tu sais que tu dois te battre, tu dois te munir. Tu t'es muni de l'éducation, tu t'es muni de moyens, et tu combats. Donc, très bien, maman professeur. Oui, merci beaucoup. Alors, docteur Mami, vous avez sursauté quand Madame Elali Kabango a parlé du Kasaï. Vous avez dit, oui, j'ai chez nous. Alors, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, je dois dire que nous avons gardé à l'intérieur du pays. On n'a pas eu toutes les facilités. Que j'ai parlé de ça un peu en général pour dire que dans les milieux des villes, les grandes villes au Congo, oui, aujourd'hui, on a conscience que la femme doit aller étudier et tout. Mais à l'intérieur du pays, ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas. Moi, j'ai eu la chance parce que mon père, c'était une personne instruite et avait sa cousine qui est aujourd'hui à la Cour de cassation, qui était magistrat. Alors, elle me donnait toujours cet exemple-là. Tu vois ta tante Mujinga, elle est mariée, mais elle étudie. Déjà qu'il trouvait que j'étais très intelligente. Mais ma mère a commencé déjà à négocier mon mariage à l'âge de 14. Oh là là! Et elle me disait toujours, je ne comprends pas pourquoi ton père dépense de l'argent inutilement pour te payer des études. Ça, c'est la maman qui disait ça. Ça, c'est ma mère. Oh là là. Alors, je devais
déjà m'armer d'un mental très fort, comme Maître vient de le dire, parce que je devais me réveiller 5 heures pour satisfaire ma mère à faire des travaux ménagers et aller à l'école. Et quand je rentre, je dois... Elle est à la maison, une femme ménagère, mais elle ne fait rien. Elle m'attend. Quand je reviens de l'école, je trouve les pondous là-bas, les habits là-bas. J'étais toute mince là, mais j'étais devenue tellement rapide. Carrément, elle te montre ta place. Hein. Oui. C'est la cuisine. Tellement rapide parce que j'ai des devoirs à faire. Français, la cuisine. Et quand tu n'as pas encore fini de préparer, faire ces histoires-là, tu ne vas pas toucher à tes cahiers. Elle risque de prendre ses cahiers et de les jeter dans l'eau. Oh là là. Parce que mon père était polygame. Vous voyez comme tous les papas qui se respectent. Oui. Il était partagé entre différents foyers et il n'avait pas le temps d'être à 100% avec nous. Oui. Ce qui fait qu'on était tous les jours avec maman et on subissait des choses que si c'était une fille d'aujourd'hui, elle fuirait la maison. Okay. Mais c'était le milieu, c'était l'environnement. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Tu es intelligente à l'école, mais à la maison, on ne t'encourage pas. Mais papa, dans des rares occasions, il te dit, il faut être une femme. Et quand je regardais la vie de ma mère, je la trouvais trop médiocre. Je me disais, mais elle est dans la maison à tout moment, elle ne fait rien. Mais moi, en tout cas, je ne serais pas comme elle. Et comme je viens de le dire, je regardais les journalistes à la télé et je les trouvais toute pimpante là. Moi, je serais comme cette femme. Vraiment. Donc, c'est ça, en fait. L'environnement n'a pas vraiment permis à la femme. Et quand même vous voyez aujourd'hui les femmes à l'église, en fait, excusez-moi, je suis chrétienne, mais à un certain moment aussi, les pasteurs nous reculent de quelques pas en arrière. Ah oui, la femme ne doit pas prendre des décisions, la femme ne doit pas faire ceci, parler en public, dans l'assemblée des saints. Voilà. Et tout ça, tu vas voir une femme, entre nous, les copines, les sœurs à l'église, non, toi tu ne peux pas faire ça, ton mari a fait ça, mais tu ne peux pas, tu vois, tu es une femme. Il faut être soumise. Il faut être soumise. Ne parle pas. Tu es en train de subir des choses. Voilà. Mais tu ne peux pas parler parce qu'on te dit que tu es une femme, il faut accepter seulement. C'est ça la vie d'une femme. Non. Non. Non, non. La soumission, c'est pas ça. Non, ça ce n'est pas ça. C'est pas la soumission, ce n'est pas ça. Il faut faire quoi? Non. Non, ça c'est de l'hypocrisie. Voilà. Voilà, c'est de l'hypocrisie. La femme doit rester dans la cuisine. Non, la femme ne peut pas rester dans la cuisine. Dans les ménages. Notre maman, c'est vraiment, pour moi, c'est ce que j'ai toujours dit à mes filles. Parce que les réalités de la vie, à un certain moment, nous rattrapent et nous enseignent. Tu peux te dire, oui, tu as un bon mari qui a beaucoup d'argent. Et du coup, paf, le mari meurt. Et tu fais quoi avec les enfants? Bah, tu ne savais même pas vendre, tu n'as pas étudié. Tu fais quoi avec les enfants? Parce que toi, tu étais dans ta petite bulle, tu te disais que mon mari fait tout. Et du coup, tu perds ton mari, tu as 5 enfants, les enfants, la famille de ton mari, il vient, il ravit tout, nous sommes en Afrique, il ne faut pas oublier. Et du coup, tu ne sais même plus envoyer ton enfant à l'école. Et maintenant, l'avenir de tes enfants. Mais si tu avais quand même quelque chose, on ne dit pas seulement que tu as étudié, mais si tu étais une femme comme maman, elle est une femme entrepreneur, tu sais quand même te battre, tu vas continuer et tu vas te dire que l'avenir de mes enfants sera assuré. Quand bien même mon mari ne sera pas là. Non, ne parlons pas seulement de la mort, on peut parler aussi des maris. Abandon de foyer. Même une maladie handicapante par exemple. Et il fait un AVC, il n'arrive pas à travailler. Oui, non, les retraités, au moins, c'est encore loin, à 65 ans. Mais on voit des situations qui arrivent. Un mari qui subit un accident et il n'arrive plus à travailler. Maintenant, tu fais quoi avec un mari qui est handicapé à la maison? Vous devez envoyer cette femme aller se prostituer pour nourrir ou... Non. Mais cette femme-là, quand elle a un métier, les métiers, ce n'est pas seulement d'avoir beaucoup étudié, mais quand maman a dit qu'elle est dans la formation, maman à Lille, elle forme les femmes et tout. Maintenant, on voit les femmes qui se débrouillent bien avec la couture, avec donc avec toutes sortes de métiers. Il y a des artisans, ceux qui utilisent leurs mains, les cheveux et tout ça, ils font des gaufres, ils font ceci, ils font des boulangeries. Et cette femme-là peut se dire, elle peut... on peut manquer, mais on ne peut pas tout manquer. D'accord. Alors, Madame Maline, vous êtes dans l'entrepreneuriat, c'est ça? Oui, je suis dans l'entrepreneuriat. En quoi consiste votre travail? Parce que vous formez les femmes, vous avez sa vague. En quoi
faites quoi au juste? Qu'est-ce que vous faites des concrets? Alors, moi, je veux rebondir sur ce que maman vient de dire tout à l'heure, l'entrepreneuriat. Apprendre à se prendre en charge, c'est important. Moi, je dis que le premier investissement qu'on peut faire est celui qu'on fait sur soi-même. Apprendre un métier. On peut nous dépouiller de tout, mais on nous dépouille jamais de ce qu'on sait faire, de ce qu'on a appris. Et c'est le travail que nous, on fait avec la Fondation. Dans la présentation, je ne sais pas si je veux dire heureusement ou malheureusement, je parle ici au nom de la Fondation Djoudi, mais je suis aussi vice-présidente à la Commission nationale des femmes entrepreneurs, de la FEC. Et là, nous accompagnons, de la FEC, Fédération des entreprises du Congo. Je suis vice-présidente à cette commission des femmes-là. Nous accompagnons les femmes dans l'entrepreneuriat par des formations. Je vais prendre un cas concret. Aujourd'hui, les femmes souffrent de ce qu'on peut appeler des causes liées au genre. La femme, par nature, c'est quelqu'un qui est lourde à se former. La femme, par nature, c'est quelqu'un qui a peu confiance en elle. La femme, par nature, c'est quelqu'un qui est hésitante, qui va réfléchir à 2 fois avant de prendre une décision. Ça fait assez que, au-delà de tout ce qu'on est en train de faire, la femme n'a pas encore pris conscience de ce qu'elle peut accomplir. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On forme ces femmes-là et on commence par ce qu'on appelle le développement personnel. Il faut se connaître. C'est quand on se connaît qu'on peut se rendre compte que j'ai des forces en telle chose, j'ai des défaillances à telle chose, et quand j'ai des défaillances, je dois me former. Et ensuite, il y a tout ce qui vient après, l'éducation financière. Ça, c'est vraiment avec la commission. Avec la fondation, moi, je reste dans la formation professionnelle. On a dit plusieurs choses se faisaient dans la capitale, dans les grandes villes, mais qu'en est-il de l'arrière-pays? Qu'en est-il des quartiers que moi j'appelle défavorisés? Ces femmes-là ont besoin de se former. Elles ne sont nécessairement pas allées à l'école, mais elles ont besoin d'apprendre un métier qui va permettre à ce qu'elles puissent prendre soin d'elles-mêmes, qu'elles puissent prendre soin de sa famille et même du mari en cas de maladie, de décès et d'autres. Et là, vraiment, on accompagne avec des formations professionnelles. Par exemple, j'ai eu à former les jeunes filles du quartier Kanluka au métier de la photographie professionnelle. Beaucoup m'ont dit, Aline, pourquoi tu ne leur apprends pas la coupe-couture, la cuisine? Est-ce qu'on doit limiter la femme à la cuisine, à la coupe-couture? Des initiatives, il y en a beaucoup. Mais c'est des initiatives qui gardent encore la femme dans ses clichés et dans ce poids socio-culturel qui retient encore la femme au niveau de la cuisine, de la couture, de tout ça. Pourquoi pas la photo? Avec l'Internet, aujourd'hui, la photographie, c'est un métier à part entière, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on évolue. Pour communiquer, on a besoin de la photo. Ces jeunes filles, aujourd'hui, elles sont photographes, elles accompagnent des grandes activités, elles sont sorties de leur milieu habituel pour aller dans un monde qu'elles sont en train de découvrir et de s'épanouir. Et c'est ça que je fais. Et donc, aujourd'hui, le travail que les femmes devraient faire au-delà des maputa que je n'apprécie pas, vous allez vraiment m'excuser, mais je veux le dire. J'ai vu un circulaire où on disait que le ministère pour le soutien et la vulgarisation du mois de la femme avait mis en place un pagne et tout ça. Je ne sais pas. Et $1 va aller au front. Voilà, on reste encore dans les pagnes. Et ça perd. C'est une façon de soutenir, entre guillemets. Hein? Mais ça retient encore la femme dans les pagnes. On reste dans ça. Ça perd la femme du vrai combat. Ça nous perd du vrai combat. Maman a dit tout à l'heure, la petite fille, journée à 8 mars, c'est ça journée à 8 mars, c'est ça journée à Nini. C'est ça journée à Maputa. Journée à 8 mars, c'est ça journée à Nini. C'est ça journée papa fois bimisangai. Et les loto romela, to fait la wapi. Et tout ça. C'est ça la mentalité. Voilà. Oui. J'aimerais quand même réagir à chaud. Oui. Au fait, nous ne pouvons pas nous éloigner de notre civilisation. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, nous, la femme congolaise, ce qui l'identifie, africaine, si je peux dire, c'est en partie à sa tenue. Et on sait que la femme, elle tient au pagne,
Et le problème, c'est la thématique, le mécanisme que nous utilisons pour amener aujourd'hui la femme à comprendre dans quel contexte nous nous situons aujourd'hui. Par exemple, nous sommes dans les contextes de guerre. Est-ce que cette femme, elle a conscience, en tant que patriote, qu'elle doit passer son temps à réfléchir sur ce qui nous arrive, déjà si elle comprend, sur les moyens d'apporter des solutions et quelles actions porter après avoir réfléchi. C'est pas seulement la femme intellectuelle que nous sommes, c'est pas seulement la femme politique ou la femme qui décide que nous sommes, mais aussi cette femme ménagère, cette femme maraîchère, cette femme qui est dans les coins reculés, elle peut aussi s'élever pour dire que je sors sur la rue, je vais crier pour que, par exemple, le président de la République comprenne que là, il faut qu'il se lève pour arrêter toutes ces personnes qui aujourd'hui sont attrapées ou considérées ou trouvées comme infiltrées. C'est une expression. Et si on dit à cette femme, eh bien, tu sors sur la rue, tu passes ton message, mais voilà ta tenue, et sur cette tenue, nous écrivons ton message tel que tu veux, qu'on puisse comprendre. C'est un problème de communication, oui, et là, je vous rejoins totalement. Je vous rejoins totalement. Oui, je suis totalement d'accord avec elle. Je l'ai dit tantôt, je ne m'inscris pas en faux contre les pagnes. Le pagne identifie la femme. Moi-même, je suis en pagne. Je suis souvent en tenue en pagne. Et je me sens très fière quand je suis en tenue en pagne, comme ça. Ça nous identifie. Là où se trouve le problème, c'est la façon de le faire tout justement, de l'expliquer. Et moi, je me dis que chacune de nous a la responsabilité, à son niveau, quel que soit le niveau dans lequel on se trouve, de vulgariser, d'apporter sa pierre à l'édifice. Moi, je m'inscris toujours en faux quand j'entends parler, bon, communément, hein, on va te dire, papa me dit, tel est la bisoli kamboyo, maman Denise, tel est la bisoli kamboyo, ba konzibo, tel est la bisoli kamboyo. Le combat de la femme doit être un combat porté individuellement par chaque femme, à son niveau, dans son sphère d'influence. Le premier sphère d'influence, c'est la famille, c'est nos enfants. Moi, je suis maman de fille, je n'ai qu'un garçon. Donc, le premier sphère d'influence, ça va être nos familles. Inculquer les valeurs, inculquer ce mental fort à nos enfants pour qu'elles puissent affronter la vie le lendemain. Et ensuite, dans les quartiers, et puis voilà. Alors, et puis dans le pays. Aline, vous allez donner votre conclusion et le programme. Est-ce que vous avez un projet dans Judy? Oui, j'ai un programme dans Judy. On organise au mois de mars le 21 avec le Centre Wallonie-Bruxelles une exposition photo. Des photos faites par les jeunes filles que nous avons formées qui sont devenues photographes. Cette exposition s'appelle Moi-ci la quinoise. Et au travers de cette exposition, on veut mettre en lumière la résilience et la beauté de la quinoise. Aujourd'hui, quand on te traite de quinoise, c'est un peu péjoratif. Ça a même un caractère injurieux. Alors que la quinoise, c'est cette femme qui se lève à l'aube. C'est cette femme qui, à 4 heures, elle va chercher du pain. Elle monte sur le camion pour aller chercher les épices à Matadi Kibala. La quinoise, c'est cette femme qui revient à 22 heures avec un peu de matembele, quelques poissons pour nourrir les enfants. C'est une travailleuse, c'est une bosseuse. C'est quelqu'un qui ne se relâche pas. Et alors, au travers de cette exposition, on veut mettre en lumière le travail de cette femme quinoise, mais la beauté aussi de la femme. C'est le 21 au Centre Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez nous suivre sur nos pages réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Moi-même, je suis sur LinkedIn, qui est un réseau social purement professionnel aussi, que très peu connaissent. Et donc, voilà. J'avais oublié de dire quelque chose sur le poids des cultures. Moi-même, j'étais candidate sénatrice au Sud Kivu. J'étais parmi les 5 femmes sur une liste de 64 candidats hommes au départ. 64 candidats hommes et 5 femmes seulement. Et à la fin, je suis restée la seule qui est allée jusqu'à la fin. On était resté à 2. Celle qui est restée avec moi s'est désistée le jour même dans la salle.
Aujourd'hui, la femme souffre encore de ces stéréotypes dans d'autres pays où on estime que la femme n'a pas sa place. Oui. J'ai pris les micros, j'ai dit ce que j'avais à dire et quand je suis sortie, c'est tout le monde qui était derrière moi. J'ai pas été élue malheureusement, je suis une femme. Ça, ce sont les difficultés. Oui. Ça, ce sont des difficultés que les femmes rencontrent. Voilà. Ça, c'est des difficultés que les femmes rencontrent. J'ai pas été élue seulement parce que j'étais une femme. Je suis sortie, le monde m'applaudissait. Madame, ce que vous venez de dire, très peu de femmes ici, chez nous, au sud, qui vous oseraient prendre la parole devant les Bachamouka, les vieux, les anciens, pour dire ce que vous avez dit en face. Ça, c'est un problème dont on souffre, mais est-ce qu'on doit baisser les bras? Le combat continue. Commençons dans notre sphère, la famille, dans notre quartier, dans notre ville et aussi à l'échelle nationale. Donc voilà, ça sera mon dernier mot. Merci. Vous avez passé le micro à Madame Dorcas Adikoko pour la conclusion et puis un mot d'encouragement à toutes ces femmes qui nous suivent. Qu'est-ce que Madame Dorcas dirait? Bon, je dirais que mes pensées sont retournées vers les mamans qui sont à l'est de notre pays, pas que les mamans, les jeunes filles et les bébés, puisque nous avons tous vu ce que ces sauvages-là ont fait à un bébé à la maternité. Donc, mois de la femme 2025, pour moi, on devait tous se tourner vers l'Est, avoir nos pensées là-bas, trouver des solutions dans des ateliers comme nous sommes en train de le faire, parler de cette femme et faire que plus jamais que cette histoire n'arrive. Il faut que ça prenne fin. Ils ont trop longtemps joué avec nous et je pense que les femmes, nous étions des téléspectatrices alors que nos sœurs sont violentées à l'Est. Il faut que ça finisse. Arrêter tout ça, que ça ne vienne pas jusqu'ici et puis détériorer notre pays. Merci beaucoup, Madame Dorcas. Et je demanderai aussi, tout en étant chrétienne, que partout dans notre pays, il y a des séances de prière qu'on a demandé, que si on a le temps vraiment qu'on aille prier, je crois que Dieu écoute tout de même la voix de ses enfants et la victoire est avec nous. Merci beaucoup, Madame Dorcas. Madame Sylvie, vous avez la parole pour votre conclusion. Pour conclure, j'aurai un message ou des messages. D'abord, face à nos autorités, de manière particulière à son Excellence le Président de la République, nous, en tant que femmes, nous savons et nous vous avons dédié comme les champions de la masculinité positive. Et jusque-là, vous avez fait le pas. Nous savons que ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de gourous tout autour qui sont encore peu genrés et qui s'opposent à l'épanouissement et à l'action de la femme. Mais ne baissez pas les bras. Continuez à vous battre parce que nous, les femmes, nous n'allons rien lâcher. Nous allons continuer à nous démarquer, à poursuivre les objectifs de manière à ce que nous atteignions cette représentativité qui veut dire 50% hommes, 50% femmes. Et pour les femmes qui sont au poste de décision, merci déjà de ce que vous faites. Vous vous démarquez et sachez que vous n'êtes pas seuls. Nous sommes ensemble avec vous et chaque fois que vous pensez décider, vous pensez porter des actions, s'il vous plaît, chère maman, mûrissez vos décisions parce que ces décisions nous engagent toutes, nous toutes femmes, nous sommes au front avec vous. Et pour terminer, à ces femmes vaillantes qui sont sévies, qui sont déchirées, qui sont sur les régions occupées, sous occupation, nous disons que nous sommes solidaires avec vous. Nous vous manifestons en ce soir notre compassion. Nous n'allons pas lâcher, chacune d'entre nous, au front à sa manière pour vous soutenir. Et nous sommes sûrs qu'avec le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, ensemble, nous vaincrons. Voilà, au centre, c'est toujours Dieu. Alléluia. C'est toujours Dieu. Amen. Ensemble, nous vaincrons avec Jésus. Amen. Alors, Maître, vous avez clôturé. Docteur Mani, votre conclusion?
Bon, c'est pas une conclusion, nous sommes encore en plein mois de la femme. Ah, c'est pour aujourd'hui pour l'émission. Vous allez revenir encore. Hein? Pour la femme, on sera toujours là, on ne va pas se fatiguer. Nous sommes derrière les pas de nos aînés, comme maman a dit Coco. Nous aussi, nous n'allons pas nous fatiguer. Nous allons travailler, nous allons continuer à sensibiliser, nous allons continuer à faire voir à cette femme. Parce qu'aujourd'hui, la femme se dit toujours elle est pauvre, elle n'arrive pas à faire ceci ou cela. Oui. C'est parce qu'il y a très peu de femmes qui ont à un certain niveau, qui ont de l'argent, il faut le dire ouvertement, comme l'homme. Parce que l'homme dans ces pays a eu à occuper plusieurs postes. Ils sont toujours là, ils sont toujours, comme maman Aline l'a dit, quand il y a plusieurs postes, on attribue 80-90% des postes aux hommes. Et aux femmes, c'est toujours... Donc, nous sommes encore dans un monde de stéréotypes, comme Maître l'a dit, parce que vous allez voir, même en route, tu viens, tu es en train de conduire, quand tu fais un faux pas, on dit « Talaza moisi »,« Kokumba moisi ». Donc, c'est comme si ce que fait la femme, c'est quelque chose de négligeable. Quand même bouger facilement, oui. Voilà, je vais terminer par une petite anecdote. J'allais vers magasin, j'étais au volant et quelque part là, vous connaissez, il y a maintenant des bars partout, on a mis des chaises et c'était très difficile de faire la manœuvre entre deux véhicules. Moi je venais et là il était très compliqué et je viens, je dis papa s'il vous plaît, vous pouvez pousser votre chaise, et l'autre il dit donc voilà, pour lui la femme n'est rien, la femme n'est rien, elle connaît même pas les prix, donc tout est offert, tout est gratuit, tout. Donc nous sommes encore dans un monde où on doit continuer à sensibiliser les mamans qui ont des ONG, nous les femmes politiques, dans nos partis politiques, c'est ce que nous faisons toujours. Nous allons dans des coins très reculés de la capitale. Oui. Cette fois-ci, je n'étais pas candidate, mais j'ai bâti campagne pour les femmes, pour que les gens comprennent que les femmes ou la femme a sa place. Elle a vraiment sa place et elle mérite qu'on lui donne sa place. Okay. Moi, ça me fait très mal quand je vois, même les roulages, hein, tu vas voir un homme dans ce studio, j'ai entendu, moi, si moi, moto, moi, c'est impoli. Parce que c'est une femme qui a fait son travail. Oui, parce que c'est une femme qui fait son travail, mais du fait qu'elle a condamné un homme, donc on la minimise là, on trouve qu'elle est impolie. Elle est impolie pourquoi? Et si c'était un homme qui avait ravi la moto, il ne serait pas impoli. Et la femme, cette femme peut-être qui a un roulage qui a 60 ans, un homme de 30 ans lui trouve d'impoli. Donc vous comprenez qu'on est encore loin, on a encore du travail, on ne va pas se fatiguer, on va continuer. D'accord, Madame Elalika Bangou, votre conclusion? Ok, je voudrais d'abord adresser mes encouragements au président de la République, parce que lui, au moins, pense aux femmes. Je vous ai parlé de la théorie ici, de la sensibilité positive. Je parle aussi de la gratuité de l'enseignement. Oui. Parce qu'avec la gratuité, tous les enfants, des riches et des pauvres, étudient. Il y a aussi la gratuité de la maternité. Vous savez que les femmes, en mettant au monde, ce n'est pas facile, c'est difficile. Mais le président a quand même accepté qu'il y ait ce principe de maternité gratuite. Donc, je l'encourage. Je vais vous étonner, mais moi, je suis pour la paix. Okay. Je ne suis pas pour la guerre. Donc, quand les gens disent que non, nous devons aller à la guerre, je trouve que c'est risqué. Parce que nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas d'entreprise qui produit. Aller à la guerre, ça va être... Nous allons voir, il y a la Russie qui fait la guerre avec l'Ukraine, mais qui ne s'en sort pas. Donc, avec ça, je ne suis pas aussi pour la négociation. Je suis pour la négociation avec
les intéressés, c'est-à-dire les États intéressés, c'est-à-dire Rwanda, c'est-à-dire les États-Unis, parce que ce sont les grandes puissances au fait qui font la guerre derrière le Rwanda. Donc, j'encourage le président. Et puis, tout cet argent-là qu'on est en train de donner comme effort de guerre, moi, je préfère qu'on puisse aider notre armée, qu'on ait des recrues. Les recrues qui n'ont rien, qu'on les achète à manger, qu'on les aide dans la formation, etc. pour avoir une bonne armée. Parce que Mobutu a su vaincre parce qu'il y avait une armée qui était là, l'armée zaïroise. Merci beaucoup, Madame Eulaïe Kabangu, pour ta contribution. Alors, maître, on termine avec vous. Alors, moi, je vais passer quelques messages. Je pense que le premier, ce serait de dire à la femme... Il y a un adage qui dit les compétences font taire les questions du genre. Donc, on parle des ambitions, mais on arrive aux ambitions par la formation. La formation formelle, mais aussi la formation informelle, c'est-à-dire aujourd'hui, on parle du numérique, on parle de ces plateformes, on a la possibilité, à gratuité s'il vous plaît, de pouvoir se former. Arrêtons seulement d'utiliser nos mégas parce que tout le monde aujourd'hui a un téléphone intelligent. Donc, on a la possibilité de se former. Il y a des tutoriels, par exemple, sur YouTube. Aujourd'hui, le métier des maquillages est un métier à temps plein et un métier fructueux. Donc, à la jeune fille, à la femme de se prendre en charge au travers de l'autonomisation qui passe par l'apprentissage d'un métier. Je suis intervenue dernièrement dans une conférence et ça sera par rapport à la situation sécuritaire qui vit notre pays. Je disais, la paix est un verbe. Je vais un peu raconter l'histoire de ces 10 femmes. À l'époque, on est en 1915. Il y avait 10 groupes de femmes. Après la mort de Lumumba, les rebelles, il y a eu conflit armé. Il y a des femmes, après la mort de Lumumba, je disais, les rebelles se sont réfugiés au Ghana. Il y a eu 10 groupes, 10 femmes qui se sont réunies, un peu comme on est maintenant, qui se sont dit non, non, non. Des associations différentes et des partis politiques différents. Elles se sont dit, nous sommes des femmes leaders. Qu'est-ce que nous, à notre niveau, nous pouvons faire pour arrêter la situation, pour remettre la paix dans notre pays et infliger les sanctions qu'il faut à ces rebelles. Elles ont demandé audience à l'époque au président du Ghana, Kwane, qui leur a donné audience. Elles sont allées avec un message fort de dire, ces rebelles que vous avez réfugiés dans votre pays, qui sont sous votre sol, ont tué nos frères, nos mamans, nos enfants au front. Et à travers de leur message, qui était un message fort, il y a eu des sanctions par rapport à ce rebelle. Il faut que les femmes comprennent aujourd'hui qu'elles ont un rôle à jouer dans ce processus et dans l'implication de l'exercice de paix. Et je dirais que la paix est un verbe commun. Elles n'ont eu que les verbes. Elles n'ont pas eu de armes avec elles. Elles n'ont eu que la parole. Combien de fois nous sommes dans des réseaux sociaux et surtout nous, femmes leaders, on dit aujourd'hui, le chef de l'État l'a dit, les silences quasi coupables de leaders. Moi, je dirais même des leaders de femmes. Au travers de nos plateformes, nous pouvons aller effectivement avec des messages hashtag, stop à la guerre, des dénonciations, des messages d'unité nationale, de cohésion nationale. Je le disais encore, ce guerre cache, parce qu'il y a une stratégie dans toute guerre. Et la stratégie de l'ennemi est de faire en sorte que, de nous faire gober sa stratégie. Et nous sommes en train de le faire aussi. Alors, j'encouragerai les femmes à comprendre que la paix est un verbe. Moi, à mon niveau, qu'est-ce que je dois faire en tant que leader d'opinion, mais aussi en étant une femme lambda? Vraiment, je nous exhorterai à ça. Et puisqu'on est en train de parler de la situation sécuritaire, nous, ce groupe de femmes ici présentes, est-ce que nous pouvons nous lever quelques secondes en mémoire de ces femmes qui sont tombées à l'est du pays? On s'élève? Bien sûr. Oui, rapidement. Nous sommes vraiment partantes, Jessie. Merci. Soutien à toutes ces femmes de l'Est. Un autre message, c'est qu'elles doivent être résilientes. On parle d'activités en dehors de l'exposition. Je prévis demander audience soit au ministre de la Défense, mais aussi au vice-ministre de la Défense, parce que je pense qu'il doit y avoir, parce que dans l'armée, il y a des unités. On doit mettre en place une cellule de prise en charge psychologique, autant pour la femme et pour les enfants. Parce que le message à passer est celui-ci. Nos propres enfants congolais, dans les années à venir, faute d'une bonne prise en charge psychologique, ces enfants prendront des armes contre nous et viendront même ici dans la capitale. Alors, il est très important que nos autorités prennent en compte une prise en charge psychologique. Et ça sera l'activité que je vais aussi mener, outre l'exposition, mais nous allons passer aux femmes, nous allons plutôt penser aux femmes de l'Est avec des actions concrètes, bien évidemment un projet
où on doit mettre en place une cellule de prise en charge psychologique. Voilà, merci, on est ensemble, tous unis. On fera quelque chose de bien, on gagnera cette guerre. C'est pas ça les mamans. Oui. Acclamez pour vous-même. Très belle intervention de nos dames. Mettez-vous comme ça, on va clôturer notre émission. Voilà, Jessie, on est là, on est toujours là sur ton plateau. Voilà, merci beaucoup Maître Varlette. Merci Madame Elali Kabangou. Merci à vous aussi Madame Mujinga. Merci Madame Sylvie. Merci beaucoup. Merci Madame Adi Coco. Merci Madame Aline. Ok. Madame, Messieurs, tout est bien, qui finit bien. Bien que nous terminons avec une note un peu triste par rapport à la femme de l'Est. Ce sont nos sœurs, nos mamans, qui sont violées, qui sont tuées à l'Est de la RDC. Mais nous gardons quand même espoir. Toutes les mamans l'ont dit. Nous gardons espoir grâce à Dieu. Et nous croyons que notre armée pourra faire quelque chose de bien. Alors, laissez-moi un peu vous rappeler le thème de cette année 2025 sur le plan national, parce que nous sommes en République démocratique du Congo. On parle de la Congolaise au centre de toutes les ambitions. Vous avez suivi toutes ces dames. Ce sont des grandes dames qui travaillent dans des secteurs différents, mais qui vous ont exhorté, qui vous ont encouragé, chère maman, que vous soyez maraîchère, femme ministre, femme présidente d'une association structure, je ne sais pas moi, femme. Vous êtes très importante, vous devez être au centre des ambitions, au centre de toutes les ambitions. Donc, ne vous négligez pas, la femme peut faire quelque chose, moi je le crois. On le dit dans la parole, il ne faut pas l'ignorer, qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, derrière la femme, il y a une nation. Donc, vous êtes des femmes valeureuses. C'est ça. Alors, merci les mamans, acclamez pour vous-même. Merci et bonne fête déjà. C'est déjà le mois de la femme. Alors, je dis merci à l'équipe qui m'a accompagnée ce soir. Je vais citer pêle-mêle. Merci à toi, Elohim, le Dieu. Le Dieu de quoi? De la régie? Parce qu'Elohim, c'est Dieu. Hein? Je ne sais pas, toi, tu es le Dieu de quoi? Le petit Dieu. Le Dieu en minuscule, hein? Ça, il faudra le dire. Merci à toi, Jessie, le DT. Merci beaucoup. Coucou. Alors, Rabbi, le maître, il n'y a que des noms exceptionnels ici. Rabbi, je te dis merci. Elohim, c'est ça. Il n'y a que des noms, hein? Vraiment, les noms divins. Merci à toi, Alain, pour l'assistance. Merci au cordon. Cordon, salut, je te salue là où tu es. Merci Adi. Les cordons, c'est bien toi. Merci à Naoui pour l'assistance. Merci, j'ai oublié quelqu'un. Oh là là. Alors, mesdames, messieurs, c'est un plaisir pour nous de vous former pendant ces moments spéciaux 8 mars. On est ensemble pour la formation, pour l'information, parce que votre formation, c'est notre cheval de bataille. À très bientôt. Bye bye.